Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué ? Vous allez tout comprendre. Si vous aimez Trait d'Union, n'hésitez pas à vous abonner et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Mi-décembre, lors d'une séance plénière à Strasbourg, le Parlement européen a remis le prix Sakharov pour la liberté d'esprit au courageux peuple ukrainien. Ce sont les termes. It is my privilege to announce that the 2020-22 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to the brave people of Ukraine. Vous venez d'entendre Roberta Metsola, la présidente du Parlement, au moment de l'attribution. Elle a aussi précisé que cette année, il y a eu consensus au sein de la conférence des présidents, qui sélectionne le lauréat, conférence qui réunit tous les présidents des groupes politiques du Parlement. Pour vous donner une idée, la première personne à avoir reçu ce prix, c'est Nelson Mandela, qui a passé 27 années en prison pour lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a aussi eu Malala Yousafzai, qui défendait le droit des filles à étudier. L'année dernière, le prix a été remis à Alexeï Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine. C'est sa fille qui est venue chercher le prix à sa place. Il s'agit d'un prix qui promeut notamment la liberté d'expression, les droits des minorités, le respect du droit international et l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Mais dans cet épisode, j'ai décidé d'aller plus loin que ce prix et de vous parler de celui qui lui a donné son nom, Andreï Sakharov. Qui est-il ? Pourquoi cet homme au patronyme à consonance russe a-t-il donné son nom à un prix remis par le Parlement européen ? Qui était sa femme, Helena Bonheur, tout aussi inspirante que lui ? C'est ce que je vais vous raconter dans cet épisode. Vous allez découvrir un parcours incroyable. Et même si je sais que ça se dit beaucoup en podcast, inspirant. Notre histoire commence à Moscou, en 1921. Andreï Dmitrievitch Sakharov voit le jour dans une famille de scientifiques. Son père est un vulgarisateur reconnu. Il a publié plusieurs ouvrages de sciences. À la maison, on parle physique, mathématiques. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Andreï, brun, l'arrêt sur le côté, le sourire rieur, se révèle excellent en la matière. À 24 ans, il commence un doctorat de physique sous la houlette d'Igor Tamm. Il est prix Nobel de physique. Ouais, rien que ça. Ça vous donne une idée du niveau de Sakharov. On n'est pas sur une moitié de scientifiques. L'équipe est si brillante qu'en 1948, on leur demande, sans leur laisser vraiment le choix en fait, d'intégrer un groupe de recherche pour développer des armes nucléaires et permettre à l'URSS de rattraper son retard. Car les Américains viennent de mettre au point l'arme suprême, et nous sommes, rappelons-le, dans un contexte de guerre froide. Quand je dis que Sakharov n'a pas vraiment le choix, c'est parce que c'est le bras droit de Staline qui demande. À mon avis, c'est soit t'acceptes, soit on t'emmène faire un tour en Sibérie, sans option de retour. Bref, Sakharov intègre un projet top secret sur une base top secrète elle aussi. Et en 1953, alors qu'il n'a que 28 ans, Tamm, son prof prix Nobel et lui, inventent la bombe à hydrogène soviétique. C'est énorme. Jusqu'en 1962, ce seront leurs travaux qui serviront à construire les bombes atomiques russes. C'est déjà dingue, mais ça va encore plus loin. En 1960, Sakharov travaille à la conception de la Tsar Bomba, la plus importante bombe ayant jamais explosé. On peut dire qu'il a un don, même si ça fait un peu froid dans le dos quand on pense qu'il imagine les pires manières de faire disparaître l'humanité. En tout cas, en URSS, Sakharov devient une star. Depuis 1953 et sa participation à l'invention de la bombe à H, il est membre de la prestigieuse Académie des sciences de l'Union soviétique. Il en est le plus jeune membre. Il est aussi 3 fois décoré du titre de héros du travail socialiste,
la plus haute récompense civile, ce qui est extrêmement rare, il faut le souligner, pour un scientifique. Bref, Andreï Sakharov est à l'aube de ses 40 ans. Il est un citoyen modèle, une star même, il a ses entrées au Kremlin, une voiture avec chauffeur et beaucoup d'argent. Je pense qu'à ce moment-là, on se serait tous arrêtés pour récupérer le pactole et passer une vie tranquille, à l'abri de tout. Mais Sakharov n'est pas comme tout le monde. Et il y a une chose qui l'empêche de dormir, ce sont les essais atomiques dans l'atmosphère. Même s'il est l'un des pères de la bombache et qu'il a inventé l'horreur, il faut le dire. Au bout d'un moment, il trouve que tout ça va trop loin. Tout lui échappe. Au début, il pensait qu'aider à inventer la bombe russe permettrait de maintenir la paix, puisque cela crée un équilibre de dissuasion. Mais maintenant, il s'inquiète pour l'avenir de l'humanité. Avec la course à l'armement dans laquelle se sont engagés les États-Unis et l'URSS, et il estime qu'il y a déjà eu assez d'essais en conditions réelles et qu'aller plus loin serait un crime contre l'humanité. Il a d'ailleurs calculé le nombre de victimes potentielles causées par les retombées des essais atmosphériques, 10 000 pour chaque mégatonne d'explosion. Alors, il le dit haut et fort à Nikita Khrouchtchev, le leader de l'Union soviétique de l'époque, qui entre dans une colère noire. Ça ne vous regarde pas. Laissez-nous faire de la politique et continuez à faire des bombes, lui répond le leader. Depuis quand les scientifiques se mêlent de politique ? Cela va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, mais à force de persuasion, Sakharov parvient à son but. Au bout de 3 ans, les États-Unis et l'URSS s'engagent à ne plus tester de bombes atomiques dans l'atmosphère ou sous l'eau. Une première victoire qui marque les prémices de son engagement pour les droits humains. La vie de Sakharov vient de basculer. Maintenant qu'il s'est engagé, Sakharov ne peut plus faire machine arrière. Il rencontre des dissidents politiques et se lie d'amitié avec certains d'entre eux. À l'époque, il faut savoir que les opposants sont quasi obligatoirement internés dans des asiles. Ils subissent des thérapies forcées, réservées aux dissidents. Pour éviter cela, Sakharov a mis en place une technique. Il se rend à leur procès et le fait savoir. Il est si célèbre que la presse internationale le suit partout et les procès sont médiatisés. Difficile désormais pour le pouvoir d'interner un opposant pour rien, extrêmement malin. C'est à peu près à cette époque qu'il fonde le Comité pour la défense des droits de l'homme et la défense des victimes politiques. Il se prononce pour l'abolition de la peine de mort, pour le droit d'émigrer et contre le traitement obligatoire des dissidents en hôpital psychiatrique. C'est aussi une période très difficile pour lui, car il vient de perdre sa première épouse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de faire une rencontre qui va une nouvelle fois bouleverser sa vie. Nous sommes à l'une des réunions du comité qu'il a créé, et le chamboulement porte le nom d'Elena Bonheur. Elle est pédiatre et elle a été infirmière pendant la guerre, blessée à 2 reprises. Elle est aussi issue d'une famille de révolutionnaires communistes qui ont ensuite été victimes des purges de Staline, à l'époque où le pouvoir chassait le mauvais communiste, entre guillemets. Quand elle a 14 ans, son père est arrêté, puis fusillé. Sa mère a vécu 18 années de prison, de camp et d'exil. Je pense que cela forge un caractère et Elena a une très forte personnalité. Elle se positionne contre le régime. Sakharov la surnomme affectueusement Youssa. Elle va devenir sa 2e épouse, sa porte-parole, sa collaboratrice la plus proche. Nous étions des gens absolument libres, dans un état absolument pas libre, dira-t-elle sur sa relation avec Sakharov. Une relation qui va lui demander beaucoup de courage, car notre physicien est sur le point de passer un nouveau cap, dont on ne revient pas en Union soviétique. Il signe un ouvrage sous le manteau qui circule d'abord clandestinement,
et finit par être publié à l'Ouest dans le New York Times. Pour le monde entier, c'est le choc. Sakharov, le citoyen modèle, y expose une vision contraire à celle du Kremlin. D'après lui, l'humanité est menacée par la bombe atomique, la famine, la pollution atmosphérique, mais aussi par l'absence de liberté intellectuelle en Union soviétique. D'après lui, il ne peut y avoir de sécurité dans le monde s'il n'y a pas de droits de l'homme dans son pays. Je considère que la voie démocratique est la meilleure pour n'importe quel pays, écrit-il. Dans cet ouvrage, il met aussi au jour les horreurs du stalinisme et va même plus loin. Il prône pour un rapprochement progressif de l'Est et de l'Ouest, du capitalisme et du communisme, pour mettre fin aux menaces qui pèsent sur l'humanité. Le monde entier salue le courage de ce dissident. Lui refusera toujours d'être décrit ainsi. Il n'empêche, il va en subir toutes les conséquences. Après cette publication, il perd son travail et tous ses accès à Arzamas 16, le site de recherche scientifique de l'URSS. Est-ce que ça arrête Sakharov ? Non. Il pousse encore plus loin son engagement. Il devient l'un des chefs de file des intellectuels dissidents de l'Union soviétique et multiplie les grèves de la faim en faveur de certains opposants. En réponse, le pouvoir emprisonne tous ceux qui lui sont proches. En 1975, cependant, son engagement est récompensé. Il reçoit le prix Nobel de la paix avec ce qualificatif « porte-parole de la conscience de l'humanité ». Mais il n'a pas le droit de quitter le pays, son visa est refusé. C'est sa femme, Helena Bonner, qui ira à Oslo pour recevoir le prix en son nom. Est-il possible d'aller encore plus loin ? Oui, car on est quand même en présence d'un jusqu'au-boutiste. Maintenant, son écho international est amplifié. En décembre 1979, il dénonce la décision d'envoyer des troupes soviétiques en Afghanistan. Il exprime ouvertement ses critiques dans une interview accordée au New York Times. Quelques semaines plus tard, la sentence tombe. Toutes ses distinctions, ses privilèges, ses étoiles lui sont retirées, à l'exception de son statut de membre de l'Académie des sciences. L'Académie n'a déchu personne, même sous Staline. Elle ne va pas créer de précédent pour Sakharov. Mais ce n'est pas tout. Notre scientifique est aussi condamné, sans procès, à l'exil intérieur à Gorki, à 400 km au nord-est de Moscou. Une ville interdite aux étrangers. Helena Bonner le suit, volontairement. Devant leur porte, il y a tous les jours un officier du KGB qui monte la garde. Sakharov ne peut ni sortir, ni téléphoner, ni écrire du courrier à sa famille, et encore moins recevoir des visiteurs. Il paye son engagement au prix fort. En quelques années à peine, il a tout perdu pour ses idées. Mais cela reste une star dans le cœur du peuple, le plus grand physicien de notre temps. Et c'est sa femme, Helena, qui subit toute la propagande. Elle est accusée d'avoir retourné l'esprit de Sakharov, d'être à l'origine de la chute de ce grand scientifique. Si bien qu'un jour, dans un train qui l'amène à Moscou, puisqu'elle a le droit de se déplacer pour l'instant, les passagers s'en prennent à elle et la forcent presque à descendre du train. En 1984, elle est arrêtée pour agitation anti-soviétique et elle est elle aussi assignée à résidence. Elle était quasiment le seul lien de Sakharov avec l'extérieur. Il est désormais rompu. Les choses se compliquent encore pour le couple. Helena subit 2 infarctus. Alors Sakharov, qui est pourtant diminué physiquement par son exil, va faire une grève de la faim, puis une deuxième. Il veut qu'Helena puisse quitter le pays pour être soignée à l'étranger. Il va y parvenir. Un combat que le Parlement européen soutient depuis de nombreuses années. Plusieurs résolutions sont votées pour que Sakharov soit libéré et que son épouse et lui soient autorisés à quitter l'Union soviétique. C'est très symbolique, comme quand je vous parlais de la résolution sur les droits humains dans l'affaire du Qatar, mais cela montre une position au monde. Certains députés veulent même laisser un siège libre
encore une fois symbolique, pour Andreï Sakharov, dans l'hémicycle du Parlement. Et puis, le député Jean Degnaud propose une idée, créer un prix qui porterait le nom de Sakharov, ce citoyen européen qui incarne la liberté d'esprit et d'expression. La proposition est adoptée le 13 décembre 1985. Vous connaissez maintenant l'homme et l'origine de ce prix. En 1986, Mikhaïl Gorbatchev, qui vient d'accéder au pouvoir, met en place une série de réformes pour restructurer l'URSS. Et cela passe notamment par la libération de nombreux opposants politiques. Un matin, 2 ouvriers entrent dans l'appartement de Sakharov et, surprise, ils installent une ligne téléphonique. Jusqu'à présent, le couple n'avait pas le droit d'être en contact avec le monde extérieur. Un appel, et au bout du fil, le chef du Kremlin lui-même, Gorbatchev, lui annonce qu'il est gracié. Sakharov revient en train à Moscou, sous l'œil des caméras. Il a beaucoup vieilli, il est malade et amaigri. Il annonce qu'il veut maintenant vivre la vie ordinaire d'un chercheur ordinaire et écrire enfin son autobiographie. Ses précédents essais lui ayant été dérobés 2 fois lorsqu'il était en exil sous surveillance. Mais cette histoire n'est toujours pas terminée. Sakharov a encore un combat à mener. Gorbatchev organise des élections législatives, les premières en 70 ans. Sakharov, encore membre de l'Académie des sciences, est élu au Congrès des députés du peuple, nouvellement créé. Et maintenant, il part en lutte pour abolir l'article 6 de la Constitution soviétique et mettre fin au monopole du Parti communiste dans le pays. Pour cela, il s'associe avec un certain Boris Yeltsin, avec qui il fait partie de l'opposition. Cela va donner lieu à un échange musclé capté par les caméras. У меня такое впечатление, что вы не знаете. Нет, это не годится, я думаю. Ну ладно, мы это рассмотрим. Я предлагаю это поставить. Хорошо. А что касается 6 статьи, то я... Спасибо. Или тогда надо подойти в те места, мы попросим депутатов, наверное, это немного, подойти в другие места и проголосовать. Nous sommes en décembre 1989. Sakharov est à la tribune, affaibli mais convaincu qu'il faut en finir avec le parti unique. Son intervention est huée par les députés communistes. Gorbatchev tente de l'interrompre, arguant qu'il a dépassé son temps de parole, puis coupe son micro. Sakharov, en colère, se retourne et lui jette les feuilles de son discours. Malheureusement, le physicien n'aura pas vécu assez longtemps pour voir son combat devenir réalité. 1 an plus tard, les partis politiques sont autorisés, comme il le désirait. Mais Sakharov est décédé d'une crise cardiaque 2 jours après le discours que vous avez entendu, le 14 décembre 1989, juste avant l'effondrement du bloc soviétique. Une foule immense viendra rendre hommage à cet homme courageux, finalement plus politique que scientifique. Quant à Elena Bonheur, elle est devenue membre de la Commission des droits de l'homme du président Boris Yeltsin après la chute de l'URSS. Plus tard, elle s'est opposée à la répression du gouvernement russe contre le peuple tchétchène en condamnant l'autoritarisme de Vladimir Poutine. Elle a aussi été la première signataire d'un manifeste appelant, dès 2010, à la démission de Poutine. Elle est décédée d'une insuffisance cardiaque à Boston en 2011. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur la vie de Sakharov. Moi, ça a été mon cas, en travaillant sur sa biographie. Si vous aimez le podcast, mettez-lui des étoiles sur Apple ou sur Spotify. Trait d'union, c'est un épisode par semaine et vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite.